À partir du moment où vous avez un impôt de dissuasion, il ne faut pas que ces recettes concourent au budget général de fonctionnement ordinaire, parce que sinon, vous avez intérêt, vous vous retrouvez dans la situation perverse où vous avez intérêt à maintenir la nuisance pour conserver la fiscalité. Et avec la taxe carbone, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que maintenant que c'est devenu une assiette, pardon, un impôt pas très élevé, parce qu'elle existe la taxe carbone aujourd'hui en France, hein, mais maintenant qu'elle est devenue un impôt pas très élevé sur une assiette très large, dont l'État dépend alors que l'État est à... et que ça ne sert pas à décarboner l'économie, bah vous vous retrouvez coincé avec un impôt qui était censément un impôt de dissuasion, qui devient un impôt de rendement, et à ce moment vous avez envie de le garder, donc vous avez en fait envie de garder vos automobilistes à pétrole. Vous avez un temps défendu la taxe carbone, puis vous avez changé entre guillemets de position au fil du temps. Qu'est-ce qui a motivé ce changement? Aujourd'hui, quel rôle vous attribuez à la taxe carbone et plus généralement aux outils fiscaux dans la transition? J'avais effectivement, il y a maintenant quasiment 20 ans, fait une déclaration d'amour à la taxe carbone dans un livre qui s'appelait « Le plein s'il vous plaît ». Alors le plein s'il vous plaît, ça ne veut rien dire. Est-ce que ça dit quelque chose aux gens dans cette salle, cette expression? Non, strictement rien. Alors ça date de l'époque où les appareils de lecture de cartes bleues, enfin de cartes bancaires, n'avaient pas remplacé les pompistes. Donc vous alliez à la pompe à essence et vous n'aviez pas affaire à un automate, vous aviez affaire à un être humain, avec 2 bras, 2 jambes, etc. Et la personne, un être humain, en général un type revêche avec un mégot au bec, non il n'y a pas de mégot au bec, c'est interdit de fumer dans les stations-service, avec un air pas toujours très aimable, arrivait à côté de la voiture et vous disait « je vous en mets combien ?» Voilà. Et quand vous vouliez qu'il fasse le plein, vous lui disiez « le plein s'il vous plaît ». Voilà, c'était une expression qu'on entendait dans toutes les pompes à essence à l'époque. Et donc c'était le titre du bouquin, voilà, parce qu'on parlait d'énergie, donc on avait trouvé ça marrant comme titre. Et dans ce titre, on expliquait qu'effectivement, on avait un problème avec les énergies fossiles, puisqu'elles étaient en train de dérégler le climat, et donc il y avait une solution très simple, c'était que les rendre plus chères. C'est à partir du moment où on limite l'accès par un renchérissement du prix, ça marche très bien. Et du reste, il y a un domaine dans lequel ça a très bien marché, cette affaire-là, c'est la dieselisation du parc automobile français. Pendant des décennies, on a moins fiscalisé le diesel que l'essence dans ce pays. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi on a fait ça, j'ai pas eu le temps de chercher, jamais. J'ai une hypothèse, qui est qu'au moment où le fioul a commencé à sortir du chauffage après les chocs pétroliers, on s'est retrouvé avec trop de fioul sur les bras, et comme quand vous raffinez du pétrole, vous ne pouvez pas choisir à la carte ce que vous allez sortir, ça vous sort toujours une fraction de fioul, une fraction d'essence, une fraction de kérosène, une fraction de bitume, une fraction de nafta, enfin, vous ne pouvez pas dire moi je veux de l'essence, et c'est comme ça. Les raffineurs se sont retrouvés avec plein de fioul sur les bras, sauf que le fioul et le diesel c'est pareil. C'est le même produit, hein, c'est les mêmes molécules, fioul domestique et le diesel. Et donc je pense que ils ont été, que c'est ce qui se passe toujours avec les industriels quand ils ont un problème, ils vont voir l'État en disant ce serait quand même bien d'arranger la fiscalité là pour que ça voilà. Et du coup le diesel s'est retrouvé moins taxé que l'essence. C'est mon hypothèse, je n'ai pas été vérifié mais c'est mon hypothèse. Toujours est-il que le diesel moins taxé que l'essence, en 30 ou 40 ans de temps, ça a totalement dieselisé le parc. Bon. Donc, fort de cette observation, et fort d'une autre observation qui était que dans les pays dans lesquels le prix de l'essence à la pompe était cher depuis longtemps, parce que les pays avaient commencé leur histoire comme comme importateurs de pétrole, donc tous les pays qui ont commencé leur l'histoire de la mobilité automobile comme importateurs de pétrole ont des carburants fortement taxés. Tous les pays qui ont commencé l'histoire automobile comme producteurs de pétrole ont des carburants peu taxés. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas des pays du Golfe, etc. Donc, quand les pays ont commencé comme producteurs de pétrole, et la Norvège et la Grande-Bretagne, qui sont devenus producteurs sur le tard, en fait, ils ont toujours eu des carburants domestiques assez taxés parce qu'ils avaient démarré l'histoire automobile comme importateurs de pétrole. Ils n'ont pas changé derrière. Et on avait remarqué avec Alain Grandjean, qui incidemment est un ancien de cette maison, qui est mon associé chez Carbone 4, on avait remarqué, et avec qui on a écrit Le plein s'il vous plaît, une longue histoire ensemble, on avait remarqué que là où l'essence était chère depuis longtemps, en gros, la consommation des voitures était divisée par 2 par rapport à voilà. Donc la voiture européenne standard consommait 2 fois moins que la voiture américaine standard. Et l'explication qu'on y voyait, c'était que depuis des décennies, l'essence valait plus cher. Donc on s'est dit, si on augmente graduellement le prix de l'énergie fossile, eh bien graduellement, les gens vont se convertir à autre chose. Et dans notre esprit, donc la taxe carbone doit être graduelle, parce que si vous faites des augmentations brutales, les gens n'ont pas les moyens de se retourner,
Donc il faut que ce soit progressif, il faut que ce soit annoncé, et à ce moment-là, par ailleurs, l'offre a le temps de venir en face. C'est-à-dire à partir du moment où vous dites, où vous annoncez que ça va être de plus en plus cher, les constructeurs automobiles sont pas fous, pour continuer à vendre des bagnoles, ils vont ajuster la consommation de telle sorte qu'ils vont faire un peu d'efficacité énergétique, alléger la bagnole, qu'est-ce que je sais, de telle sorte qu'on en consomme moins. Alors ça marche quand vous avez beaucoup de temps devant vous. Quand vous êtes constant dans l'effort, c'est-à-dire que vous augmentez la taxe de manière visible, prévisible, etc. Et par ailleurs que vous ne faites pas une erreur, qui est très fréquente, c'est de confondre les impôts de rendement avec les impôts de dissuasion. Alors, je vais vous expliquer. Quand vous voulez dissuader les gens de fumer et que vous mettez des taxes monstrueuses sur les paquets de cigarettes, aujourd'hui, 80% d'un paquet de cigarettes, c'est des taxes, au niveau du prix. Vous devez faire très attention à une chose, c'est que ça ne doit pas servir à payer les professeurs des écoles et la scolarité à l'ENSAE, parce que sinon, le jour où vous avez atteint votre but avec des paquets hors de prix et que les gens s'arrêtent de fumer, ben vous n'avez plus de quoi payer les enseignants à l'ENSAE et les professeurs des écoles. Donc si vous voulez que ces recettes, ces recettes, il ne faut surtout pas les affecter à autre chose qu'à dissuader les gens de fumer. Et autrement, à partir du moment où vous avez un impôt de dissuasion, il ne faut pas que ces recettes concourent au budget général de fonctionnement ordinaire, parce que sinon, vous vous retrouvez dans la situation perverse où vous avez intérêt à maintenir la nuisance pour conserver la fiscalité. Et avec la taxe carbone, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que maintenant que c'est devenu une assiette, un impôt pas très élevé, parce qu'elle existe la taxe carbone aujourd'hui en France, mais maintenant qu'elle est devenue un impôt pas très élevé sur une assiette très large, dont l'État dépend alors que l'État est et que ça ne sert pas à décarboner l'économie, vous vous retrouvez coincé avec un impôt qui était censément un impôt de dissuasion, qui devient un impôt de rendement, et à ce moment vous avez envie de le garder, donc vous avez en fait envie de garder vos automobilistes à pétrole. Alors j'ai changé d'avis, pourquoi? J'ai changé d'avis parce que maintenant 20 ans sont passés, qu'on n'a plus le temps d'attendre, et que la taxe carbone comme instrument brutal, ça ne marche pas, parce que les gens n'ont pas le temps de faire essai-erreur. Les gens doivent avoir le temps de faire essai-erreur. Donc si ça monte très lentement, ils ont le temps de faire essai-erreur. Si ça monte très brutalement, ils n'ont pas le temps de faire essai-erreur. Ils peuvent faire qu'un essai, et si c'est pas le bon, ils sont coincés. Donc aujourd'hui, je suis devenu beaucoup plus partisan de la réglementation qui permet d'aller beaucoup plus vite. Par exemple, dire en 2035 on ne vendra plus de voitures thermiques, ça c'est une réglementation. Dire à partir de maintenant vous n'avez plus le droit de louer des appartements F et G, c'est une réglementation. Et cette réglementation, elle permet d'aller beaucoup plus vite, elle est beaucoup plus lisible, elle permet éventuellement dans la population de trier entre les gens qui ont les moyens par eux-mêmes de respecter la réglementation, qui vous dites c'est comme ça, puis t'as pas le choix, et les gens qui n'ont vraiment pas les moyens que vous aidez. Donc un truc qui était une très bonne idée par exemple, c'était le leasing social, qui était une prime à l'accès à la voiture électrique sous condition de ressources et sous condition de kilométrage parcouru. Dit autrement, ça ciblait les gros rouleurs ayant peu de moyens. Et ça a été un énorme succès du reste. Le gouvernement avait prévoyé d'ouvrir le guichet sur toute l'année et de faire, je crois quoi, 25 ou 30 000. À fin février, ils avaient atteint les 30 000 et donc ils ont tout arrêté parce que... Bon. Donc les gens ne sont pas contre la voiture électrique quand c'est accessible. Et donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de la réglementation, aider les gens voilà. Et la taxe, elle ne peut être là qu'en mesure d'accompagnement pour éviter l'effet rebond. Et autrement, si les gens se mettent à consommer beaucoup moins, il ne faut pas que, du coup, comme ça leur coûte beaucoup moins cher, le surplus de pouvoir d'achat que ça dégage aille s'investir dans d'autres trucs qui vont remplacer la nuisance. Donc il faut en même temps que la consommation baisse, le prix monte. Mais ça doit être une mesure d'accompagnement, ça ne doit pas être une mesure principale. Il y a un domaine dans lequel ça marche bien, la taxe, en fait, c'est dans le domaine industriel. Parce que les particuliers, ils n'ont pas les moyens d'embaucher une armée de consultants pour savoir à partir de quel prix du carbone ils ont intérêt à changer leur bagnole, changer leur chaudière, changer je sais pas quoi, ils n'ont pas les moyens de faire ça. Par contre, l'industriel a tout à fait les moyens de faire ça. Donc la boîte, elle a tout à fait les moyens d'embaucher un diplômé de cette école avec son tableur Excel, qui va lui dire à 53,2 € la tonne de CO2, tu as intérêt à passer de tel procédé à tel procédé. Et à 352,7 €, tu as intérêt à passer de tel procédé à tel procédé. Donc ça marche bien dans le domaine industriel. Et du reste, la Grande-Bretagne est sortie du charbon dans la production électrique avec une taxe carbone sur la production électrique. Donc ils ont taxé le CO2 issu des centrales électriques et en l'espace de 15 ans, ils sont passés du charbon au gaz dans la production électrique. Ils se sont totalement débarrassés du charbon. Donc ça marche. Ils ont baissé le contenu carbone de leur électricité plus vite que les Allemands. Après, ça n'en parle pas, mais ils ont quand même baissé plus vite. Donc dans le domaine industriel, dans le domaine économique, j'ai envie de dire ça peut marcher comme outil principal. Pour les particuliers, maintenant j'en suis revenu, je pense que ça doit être une mesure d'accompagnement, mais ça ne peut pas être un outil principal. Merci beaucoup. Si je vais faire une petite pique pour des chercheurs de cette école.
Une des raisons pour lesquelles ça continue à avoir beaucoup de partisans dans le monde économique, c'est que les modèles économiques savent faire de l'élasticité prix-volume sur des prix, ils ne savent pas faire, ils ne savent pas traiter les conséquences d'une réglementation. Donc dans les modèles économiques, comme on n'a que des prix et des élasticités, tous les chercheurs continuent à ne parler que de taxes. Voilà, ils ne parlent pas de réglementation parce qu'ils n'ont pas d'outils pour savoir ce que ça peut produire comme effet. Voilà, c'est pour ça que notre ami Collier continue à adorer la taxe carbone, tout simplement parce qu'il n'a pas d'outils. Vous savez, quand on n'a qu'un marteau, tout problème ressemble à un clou. Voilà, donc c'est exactement ça ce qui se passe.